RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous pour la dernière émission de la saison. Notre ultime invité est l'un des 283 petits nouveaux de la Chambre basse du Parlement, plus connu sous le nom d'Assemblée nationale. Autre indice, il a été le directeur de cabinet adjoint à Bercy d'un ministre de l'économie devenu président de la République. Il est né à Laxou le 14 juillet 1971. Son père habite toujours à Vendeuvre. Il était envoyé en mission législative, si on ose dire, par Emmanuel Macron. Mission couronnée de succès. Il l'a emporté de 165 voix contre le candidat NUPES, Stéphane Ablot, maire socialiste de Vendeuvre, dans une circonscription qui était initialement fléchée Modem et qui est revenue, par la magie des urnes, à Renaissance. Bonjour Emmanuel Lacresse. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Je ressors d'une dizaine de jours de travail intense, donc je suis plus fatigué que lorsque j'ai quitté la circonscription au lendemain des résultats que vous venez de décrire. Donc pendant 55 minutes, on va essayer de vous découvrir, de mieux vous connaître et de mieux connaître votre parcours, votre conception de votre nouveau métier, entre guillemets, de vos convictions, de vos envies. Quel effet ça fait de passer d'énarque à député ? C'est un changement de monde ? C'est un changement de vie ? Oui, c'est un changement de vie, c'est un franchissement de la ligne. D'ailleurs, je l'ai expliqué à mes amis ces derniers jours, se retrouver à la commission des finances, que je siège désormais comme commissaire, enfin membre de la commission des finances, les 77 membres, les 22 membres de Renaissance, alors que j'ai passé quasiment plusieurs décennies de mon existence de l'autre côté du bureau, derrière des ministres, muets, et que cette fois-ci, je vais devoir parler, prendre la responsabilité de moi-même voter au nom de mes électeurs et de mon groupe. Donc, car je viens de le dire, vous avez été énarque après des études primaires et secondaires à Vendeuvre, puis la faculté de droit de Nancy, vous gagnez la capitale, vous intégrez l'ENA et vous entreprenez une carrière de haut fonctionnaire essentiel à Bercy. Pendant vos études, vous étiez membre du mouvement des jeunes socialistes, plutôt de sensibilité rocardienne. Exact. Et donc vous avez, vous nous le direz si vous l'avez encore, le cœur à gauche. Au fil de votre carrière, vous êtes devenu membre du cabinet d'Arnaud Montebourg, qui était le prédécesseur d'Emmanuel Macron à Bercy. Puis vous restez en poste avec Emmanuel Macron, vous devenez DIRCAB adjoint, directeur du cabinet adjoint du ministre de l'économie, et vous êtes très vite conquis par le personnage. Vous nous direz ce qui vous a séduit dans le président de la République. Avant de basculer donc dans une nouvelle vie, dans une carrière élective, vous étiez tout récemment encore chef de la mission Parlement européen. Exact. Est-ce que vous avez un commentaire, quelque chose à ajouter sur votre parcours que j'ai retracé très brièvement ? Moi, je voulais souligner, je pense, une certaine cohérence de mon itinéraire, une double cohérence. D'abord, le fait d'avoir été un rocardien, d'avoir fondé les jeunes rocardiens à Nancy, et d'être resté fidèle à ces positionnements, à cet endroit où on se situe. Et lorsqu'arrive la synthèse, on va dire macronienne, qu'Emmanuel Macron effectue entre divers courants politiques, évidemment, la famille dont j'ai été jeune étudiant, jeune militant, cette famille-là est au cœur de la synthèse macronienne. Et puis ensuite, il y a l'attrait pour l'industrie en tant que Lorrain, l'idée que l'industrie, la réindustrialisation était au cœur de la démarche économique d'Arnaud Montebourg et maintenant du président de la République. Vous dites que votre philosophie politique, rocardienne, est au cœur de la synthèse macronienne. Pourtant, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron a plutôt donné des gages à la droite en recrutant, si j'ose dire, deux premiers ministres qui étaient plutôt issus de la droite, qui étaient issus de la droite, à la différence d'Elisabeth Borne qui viendrait plutôt de la gauche. Oui, mais lui était précisément issu de la gauche, incontestablement. Ces années, notamment les fonctions qu'il a occupées sous François Hollande, comme secrétaire général de la présidence de la République et ministre de l'économie. Donc c'est vraiment cette synthèse-là qui a été effectuée. Et aujourd'hui, avec Elisabeth Borne, on va plus loin encore dans cette synthèse, puisque Gérald Darmanin, Bruno Le Maire sont toujours là. On va pas se raconter d'histoire sur RCN.
Quand vous employez le mot synthèse, on a l'air de revivre, on a le sentiment de revivre les grandes heures du Parti socialiste, où il y avait l'heure de la synthèse. Aujourd'hui, on a l'impression que la synthèse est compliquée. Si pour la première fois un président de la République qui était réélu, il n'a pas obtenu la majorité absolue, qui est généralement, on va dire, quasiment automatique, mais une majorité très relative. Est-ce que la France est aujourd'hui gouvernable ? Qui était précisément justement pas le cas sous Michel Rocard. C'est-à-dire c'est compliqué d'installer ce qu'on appelle un groupe central, de se placer au centre de l'échiquier politique. On voit bien la CDU en Allemagne, comment elle a pu, sur des bases politiques et historiques complètement différentes de celles d'Emmanuel Macron, qui tente une synthèse complètement originale dans l'histoire de France. On voit bien la difficulté de se situer dans des systèmes qui sont profondément bipolaires. Où l'affrontement de part et d'autre d'une ligne qui se situe au milieu, qui héritait la Révolution française dans toutes les démocraties d'Europe, aujourd'hui, c'est toujours été cette difficulté. Et évidemment, plusieurs pays d'Europe tentent, par des coalitions ou par l'instauration d'un groupe central, c'est ce que tente de faire Emmanuel Macron, de trouver une synthèse qui dépasse cette contingence historique. Justement, derrière votre réponse, apparaît en filigrane une question qui est partagée par un certain nombre d'observateurs et d'acteurs et que j'ai déjà eu l'occasion de poser à plusieurs invités précédents. Est-ce que le clivage gauche-droite qui caractérise la vie politique française depuis la Révolution, aujourd'hui, est dépassé ? Le président de la République, lorsqu'il a proposé la synthèse, venait de l'idée qu'il fallait faire ce qui était bon. Il parle aujourd'hui d'intérêt général, c'est-à-dire de trouver des solutions. Mais Michel Rocard disait quand même déjà à peu près la même chose. Et tous ceux qui ont été dans le soubassement idéologique d'Emmanuel Macron, lorsque il décide de faire une nouvelle synthèse après François Hollande, étaient dans cette idée de dépassement, de rassemblement, qui aujourd'hui inclut quand même, on peut le dire, Jean-Pierre Chevènement, par exemple, ce type de personnalité. Et des personnalités des Verts, qui n'existaient pas vraiment il y a 15 ou 20 ans, et qui aujourd'hui sont un courant puissant, et qui irriguent jusque une personnalité comme moi, qui suis très attaché à la transition énergétique. J'ai énormément investi, notamment ces dernières années, dans mes fonctions au ministère de l'économie, que vous avez rappelé tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, en fait, le vrai clivage, c'est une écologie décroissante, qui croit pas vraiment, qui est opposée au recours à la technologie et à la science, et de l'autre côté, une transition énergétique qui est fondée sur la rationalité, le recours à l'énergie nucléaire, et qui prend soin de ne pas aller trop vite. Mais est-ce que c'est pas un peu simple de dire nous, on incarne la raison, mais les autres incarnent une forme de déraison? Non, moi je parle du recours à la science. Oui. C'est-à-dire sur le nucléaire, je pense qu'on peut considérer les choses de manière rationnelle. On peut avoir une autre façon de voir, mais qui aboutit, par exemple, si on arrête entièrement le nucléaire, à une solution qui est plus radicale. Et je pense que c'est ça le clivage. Une forme de radicalité opposée à une forme de compromis avec un état des lieux qui pose des problèmes, mais qu'on peut mitiger, comme on dit en anglais. On reviendra sur tous ces sujets. Je reviendrai quand même sur vos premières impressions là, de jeunes députés. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant comme député à l'Assemblée nationale? La vitesse à laquelle chacun... Alors moi, je suis très habitué, bien sûr, j'ai siégé sur les bancs du gouvernement des centaines d'heures. Voilà. Oui, vous connaissiez la maison. Là, oui, déjà. Puis un de mes premiers débats au Sénat, j'étais derrière Dominique Strauss-Kahn, jeune fonctionnaire. C'était avec Jean-Luc Mélenchon, jeune sénateur, qui combattait déjà l'Europe. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est la vitesse à laquelle chacun a voulu se pénétrer du rôle. J'ai vu Sandrine Rousseau, j'ai vu Émeric Caron arriver en même temps que moi. Et chacun effectue son parcours, chacun fait les choses de manière consciencieuse, récupère son matériel pour participer au débat. Et ça me donne quasiment des frissons. Avant même de rentrer dans l'hémicycle, une semaine plus tard, et là d'être saisi par la majesté du lieu, même moi, qui devrait être blasé, mais qui m'assoit à ma place avec mon étiquette et le nom du département, la Meurthe-et-Moselle, que je représente. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, on a une renaissance du Parlement après, on va dire, un premier mandat d'Emmanuel Macron plutôt vertical, où le Parlement, mais ce qui n'était pas nouveau, le Parlement est quand même secondarisé quand même en France, non ? Ah oui, alors moi, mon expérience avec Emmanuel Macron, c'est 560 heures sur la loi croissance, où on a fait de la co-construction véritable. Que j'ai quand même passé des nuits à trouver des rédactions, des sous-rédactions, des sous-amendements en séance et à faire voter. Donc moi, je pense que dans l'ADN du macronisme, il y a toujours eu ça. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est non seulement cette co-construction, mais même de la pré-construction.
Il faudra probablement, ce qui va être nouveau dans ce Parlement, c'est qu'il va falloir que l'on propose, nous, un peu comme le fait le Parlement européen, avec des rapports d'initiative, des débats en amont, l'existence de think tanks, une forme de réflexion commune, et pas, si on attend que ce soit uniquement le gouvernement qui fasse des projets, bon, il faut faire des projets en urgence, comme celui sur le projet de loi pouvoir d'achat, qui va arriver immédiatement, parce qu'il faut une solution cohérente pour répondre aux problèmes. Mais si pour la suite de la programmation, on se contente d'attendre, évidemment, le Parlement ne jouera pas son rôle. C'est ça, cette étape-là qu'il faut passer, comme le Parlement européen l'a passé avec la Commission européenne. Donc, justement, vous connaissez bien là, le Parlement européen, Oui. parce que vous le suiviez pour Bercy. Est-ce qu'on peut imaginer, c'est la science du compromis, là, le Parlement européen, ça incarne le compromis. Est-ce qu'on pense, vous pensez que c'est pas une tradition française? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera progressivement à établir, à construire des compromis en France? Ce qui va être compliqué à comprendre, à expliquer, mais moi je m'y suis attelé dès le premier jour en raison de l'expérience que vous avez décrite, que j'avais à la tête du chef du service législatif européen, on peut dire du ministère des Finances, parce que c'est le Parlement européen qui est le lieu de la législation. Ce qui va être compliqué à comprendre, c'est qu'il y a deux types de votes. Il y a les votes qui sont dans une opposition telle que j'ai décrite, plutôt radicale, plutôt celle du compromis, et vous allez trouver cette différence qui va ressembler à une forme de bipolarité, alors qu'en fait, une bonne partie des votes sont plutôt des votes autour d'un groupe central qui va chercher sur tel ou tel amendement des accords de part et d'autre, parce qu'il y a des nuances même au sein des plus radicaux. Mais ça, les Français peuvent avoir la perception, enfin, ou le souvenir, pour le plus ancien, 4e République quand même, voire 3e République, un peu d'arrangement, d'accommodement. Est-ce que c'est de nature à restaurer l'image du Parlement ? Bon, moi, je vous le répète, je pense que le Parlement a toujours été un lieu de débat et de compromis. C'est incontestable, c'est ce pourquoi il est fait. C'est-à-dire que des gens se rassemblent dans une pièce, dans les communes, on appelle ça les communes, en Angleterre, sans la présence de l'exécutif, donc le souverain anglais à l'époque, pour se mettre d'accord sans lui. Bon. Et donc, pour ça, il faut discuter énormément. Bon. La différence, c'est que là, on doit avoir une forme de synthèse qui s'établit sans instabilité gouvernementale. Et c'est le choix, évidemment, que fait le président de la République immédiatement en maintenant Madame Borne. Bon, on s'aperçoit que sous la 5e République, s'il y a moins d'instabilité gouvernementale que sous les précédentes, il n'y a pas moins d'instabilité ministérielle, là, quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de ministres qui ont changé, ne serait-ce que sous le dernier quinquennat, là. Vous avez des infos sur le prochain gouvernement, là ? Je pense qu'il est imminent, mais sur les principaux ministres qui structurent autour de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin notamment, je pense qu'on a une stabilité interne, qui était d'ailleurs le cas dans la stabilité dite ministérielle de la 4e République. C'est-à-dire qu'il faut distinguer quand même les grandes machines. Bon, le sujet, c'est est-ce que l'administration, comme elle le faisait sous la 4e République, va être dirigeante, et je la connais bien, la haute administration, puisque vous avez rappelé mon parcours. Et moi, mon souhait le plus ardent, et j'écoute beaucoup Jean-Louis Bourlanges sur ces sujets-là depuis longtemps, c'est que le Parlement joue son rôle de contrôle et d'impulsion, et c'est dans ce dialogue que nous devons avoir. Sinon, c'est pas l'instabilité ministérielle que nous aurons, mais simplement le règne de la haute administration, et que je ne souhaite pas en tant qu'ancien haut fonctionnaire. Vous parlez de contrôle, mais aussi d'évaluation. On a le sentiment que le Parlement ne se penche pas trop quand même sur cette mission qui est importante, surtout depuis la réforme Sarkozy de 2008. Il y a plus de pouvoir sur l'évaluation, mais ça n'attire pas trop les députés parce qu'on va dire que c'est pas rentable politiquement. Exact, et c'est beaucoup moins visible, ça demande beaucoup plus de travail, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en circonscription. Moi, je vais avoir beaucoup de mal à justifier, je le dis au micro de votre radio aujourd'hui, de m'intéresser à des sujets qui ne seront pas exactement des sujets de la circonscription. Alors qu'il le faut absolument. La prospérité globale du pays implique de regarder des sujets qui ne sont pas nécessairement ceux de l'implantation. Alors, dans ces circonscriptions, on a une immense université, un immense groupe universitaire, des cités, des enjeux d'urbanisme et de transport, la desserte ferroviaire. Mais évidemment, il faut regarder le nucléaire, la transition énergétique, les circuits courts, la manière dont Nancy est reliée à son environnement proche, sur son alimentation, par exemple. Donc, comment, justement, vous concevez, vous envisagez cette articulation entre votre travail de législateur et votre travail d'élu sur une circonscription, donc un élu aussi de terrain? Comment vous envisagez, vous partagez entre Paris et Nancy, en clair? Moi, mon centre de ma vie, désormais, c'est mon retour dans ma province, avec ma famille, mes amis, mes attaches.
Et puis parce que les maires m'ont accordé une confiance incroyable, notamment dans cette fin de campagne qui était la dynamique. Donc je me dois à eux, aux électeurs et physiquement au terrain que nous avons arpenté avec l'équipe. Donc de toute façon, c'est presque un attachement charnel, même si c'est fait en 30 ou 40 jours. Bon, de toute façon. Parce qu'il y a 6 mois, vous ne pensiez pas vous présenter là. J'ai toujours conservé ma carte d'électeur à Vendeuvre. Je suis propriétaire à Vendeuvre. C'est le seul endroit où je possède un bien immobilier. Et de toute façon, ma famille s'y trouve. Et on est lorrain et je pense qu'on le reste entièrement. Voilà, je n'ai aucune autre attache. Et les sujets et les problèmes qui sont au cœur de la circonscription, on vient de les citer, sont des sujets qui intéressent. Après, je ne cache pas que je fais partie des députés qu'on a l'intention de solliciter énormément dans la présence technique au Parlement. Donc il faudra, moi je vais avoir autour de moi une équipe de salariés qui a commencé à travailler, qui sera à la fois à Nancy et à Paris. Et ça sera une sorte de petit cabinet. J'espère d'être le plus visible possible par le truchement de mes collaborateurs, bien sûr. Il y a déjà un certain nombre de grands dossiers de toute façon que j'ai en tête. Je les ai cités pendant la campagne. Oui, rappelez-les. Il y a la desserte ferroviaire, il y a l'enjeu de la réorganisation / reconstruction de Brabois central, en tout cas la présence médicale dans les communes. Ça, c'est un engagement très fort. Il y a de manière générale, et ça c'est l'objectif de la réorganisation hospitalière, qui est le maintien des aînés à domicile. Il y a un enjeu de transition énergétique, parce qu'il y a un pavillonnaire très intense à Nancy, qui est celui de l'isolation et de la manière dont on soutient, pas seulement on aide les propriétaires. Et puis, il y a un certain nombre d'infrastructures autour de la 31, autour des piscines, autour du musée lorrain, qui sont ou des transports urbains, qui sont la masse, qui doivent être intégrés dans une réflexion sur la manière dont nous imaginons une agglomération à l'ère de la transition énergétique. Donc, concrètement, vous allez passer combien de jours par semaine à Paris, combien de jours dans votre circonscription ? Alors, le fait d'avoir été désigné à la commission des finances comme un des principaux acteurs de cette commission, puisque nous sommes dans le groupe central, que nos effectifs ont beaucoup diminué, vous l'avez suggéré tout à l'heure, fait qu'on doit être beaucoup plus présent en séance. La grande chance, c'est que je suis à 1h30 de la séance, donc je serai évidemment obligé de siéger au moins 2 ou 3 jours. C'est sûr qu'il va y avoir un premier trimestre, ce qu'on appelle la loi de finances. Qui va être lourd. Qui va être incroyablement PLFS, lourd à Paris. La sécurité sociale et puis la loi de finances. Là, mais un trimestre budgétaire qui va vous mobiliser fortement. Bien sûr, mais mes électeurs, les équipes militantes et les maires me verront la nuit à la télévision, en direct à la commission des finances. Donc ils ne douteront pas que je suis en train de travailler. Voilà. Et comment comptez-vous rendre compte de votre travail législatif, de votre travail de terrain, parce qu'on parle de la coupure entre les citoyens et les élites. L'image peut être un peu facile, mais elle est peut-être pas forcément non plus toujours complètement fausse. On l'a ressenti avec le taux d'abstention énorme, qui s'explique en partie parce que on comprend pas forcément le travail quotidien d'un député, d'un sénateur. On ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait même pas s'il est très utile. Non, c'est sûr, il faut être présent aux cérémonies. J'aurais beaucoup d'émotions à être avec les policiers et leurs chefs et leurs autorités dès lundi, où je porterai pour la première fois mon écharpe de député que j'ai ramenée pieusement dans mon sac tout à l'heure à la gare. Et donc, il faut être présent aux cérémonies dans une forme statique, mais c'est le rituel républicain, et ça, il faut l'accomplir, quel que soit le temps qu'il prend, parce que... Mais il faut aussi rencontrer, mais il faut aussi travailler sur des projets. Donc il y aura les maires, il y aura probablement... Là, déjà, dès maintenant, je vais rencontrer les maires dès ce week-end et le début de semaine. Et puis il y a les forces vives. Parce qu'en fait, dans la campagne, la campagne finalement n'a duré que 30 jours, c'est une campagne de terrain, mais il faut rencontrer toutes les forces vives. Et c'est maintenant que ça va être fait, puisque ma confiance a été accordée. C'est à moi maintenant d'aller me présenter. Et j'assume le terme. Donc, est-ce que vous pensez organiser des réunions avec les citoyens de base ? Parce que vous parlez des cérémonies, les citoyens de base n'y vont pas forcément. Comment comptez-vous rendre compte et sentir, prendre le pouls de la société là ? Oui, tout à fait. Il y a les forces vives, ça c'est sûr, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui étaient quand même un peu au cœur de la démarche du rocardisme à une époque. Donc de toute façon... Le coup était un peu méprisé, pour ne pas dire davantage, par Emmanuel Macron, dans la première partie de son premier quinquennat. Oui, j'étais très clair au micro de vos collègues de France Bleu durant la campagne. Et la méthode doit changer. On ne refera pas de la même manière. Exactement. Moi, ça a été toute ma culture dans l'administration, d'avoir un contact avec ceux qui, par ailleurs, m'est reproché.
faut quand même pas oublier que les corps intermédiaires, lorsqu'ils viennent au contact des décideurs, les décideurs sont soupçonnés d'entrer trop en rapport avec eux. Donc il y a un moment, il faut trouver cet équilibre, et c'est l'équilibre citoyen que vous mentionnez. C'est-à-dire, c'est rendre compte, donc lettre d'information, le site internet qui fonctionne déjà, le site Facebook qui permet de suivre mon agenda, suivre une sorte de programme qu'on s'est fixé. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce non, qu'après non. la rencontre alors, directe, bien sûr. vous parliez avant l'émission des rencontres directes que vous avez fait pendant votre campagne? Voilà. Alors, faire une réunion électorale prend énormément de temps pour les militants. Et néanmoins, nous l'avons fait avec bonheur. Parce que comment toucher aujourd'hui les électeurs? Ce n'est pas vrai qu'on touche les gens par Twitter, un peu par Facebook. Après, on va tout essayer, on va Instagram, etc. Mais rien ne remplace la déambulation physique. Et d'informer soi-même, quel que soit le coût, il y a un coût. Donc vous serez un député qu'on croisera dans la rue, au marché, en train de faire vos courses dans le quartier. On peut imaginer cette forme, moi j'y réfléchis intensément, c'est-à-dire de rendre compte d'emblée du mandat dans les lieux de passage et de vie, mais aussi repartir en déambulation à Ludre, à Haudemont, dans les zones pavillonnaires, aller à Vendeuvre. Je sais que les élus ont à cœur que ce contact ait eu lieu. Donc par exemple, je serai dimanche après-midi, tout l'après-midi, au contact des associations de Vendeuvre, au parc Richard Pouille. Et tout le monde pourra me voir. Et parler avec moi et avec joie. 10 groupes quand même à l'Assemblée nationale, plus les non-inscrits, avec une majorité relative. Vous nous assurez que ce sera gouvernable, qu'il faudra essayer de trouver des compromis. Tout le monde va y mettre du sien. Tout le monde ne va pas y mettre du sien. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Même si moi, je suis persuadé, parce que j'ai quand même une relative bouteille, et que la situation s'est déjà présentée, qu'une fois qu'on rentre dans l'Assemblée, on se doit à ses électeurs et donc on se doit de parler. Donc personne n'abandonnera sa chaise. Tous les groupes se sont constitués, sont présents. Enfin, il y avait une certaine émotion. Hier, on était 77 dans la commission des finances, qui est une des commissions les plus importantes, enfin là, peut-être la plus importante, mais pour des raisons purement procédurales, puisque c'est la commission qui contrôle, par exemple, le dépôt des amendements des autres commissions. S'il y a un effet budgétaire, c'est la commission des finances qui l'empêche, ses collègues. Donc, on a une responsabilité institutionnelle. Et on a vu tout le monde être assidu dès le matin. J'avais une collègue NUP de Moselle qui était là, ou Di Filippo de Moselle aussi. Donc, qui est député LR de Moselle, Sarrebourg, de Sarrebourg, Falsbourg, etc. Et donc, évidemment, si on est aussi assidu le matin, c'est bien parce qu'on a un sens des responsabilités, premièrement. Ensuite, c'est posé la question de la gouvernabilité des débats. Bon, ça, c'est la responsabilité du groupe central. C'est ce que nous avons fait hier, lorsque nous n'avons pas participé au vote. Moi, je suis sorti de la salle pour les scrutins, pour manifester le fait que nous prenons sur nous de ne pas avoir toutes les responsabilités, de ne pas forger toutes les responsabilités autour de nous et de conserver, par exemple, c'est ce qui est devenu une tradition républicaine, d'être interpellé par l'opposition, en l'occurrence la plus radicale. Donc vous aurez pleinement confiance dans la prise de responsabilité de M. Coquerel, député LFI, nouveau président hyper puissant de la commission des finances? La déclaration qu'il a faite immédiatement après son élection, qui n'était pas publique, puisque le vote est resté hors caméra, était à cet égard très rassurant. Il nous a d'emblée déclaré qu'il était président de l'ensemble de la commission et qu'il était investi de la responsabilité institutionnelle. Il avait en face de lui la liste de tous ceux qui l'ont précédé, qui étaient des personnalités importantes de la vie parlementaire. Est-ce que ça fait partie, je vais vous poser la question directement, là, des parlementaires Renaissance qui ont voté pour les 2 vice-présidents au Rassemblement national? Donc on a eu un scrutin qui s'est fait de manière globale, qui a été fait, à vrai dire, de manière un peu improvisée, faut bien le dire, parce que la dimension du scrutin, qui était une dimension purement d'organisation, c'est-à-dire de savoir qui allait faire participer au débat, n'a pas été endossée précisément par une toute petite partie de l'Assemblée. Alors que tous les groupes étaient d'accord sur cette façon de faire. Alors, ils peuvent prétendre le contraire, mais c'est pas vrai. Et vous-même, vous avez voté pour les députés Rassemblement national? Le vote, de toute façon, il s'est fait dans ces conditions, donc on a la désignation qui a eu lieu. Question, parce que
tous les députés Renaissance n'ont pas forcément eu le même vote. Voilà. Quelle était votre position Moi, je veux pas, en révélant un vote, d'une part, donner justement l'impression qu'il y a eu une si différence je vous pose la question, entre c'est qu'il y a quand même débat là-dessus. Renaissance, comme d'autres partis, vous demandez justement à mettre en place le Front républicain par rapport au Rassemblement national, et on se trouve qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de Front républicain. Non, barrage Front républicain, ces formules, durant toute la campagne et les conseils que j'ai donnés sur la manière dont il fallait, à mon avis, traiter ce sujet, surtout après l'élection d'autant de députés du RN, on voit bien que ce n'est pas ce thème du tout qui peut être celui qui permet de contenir le Rassemblement national. Absolument pas. C'est le débat d'ailleurs qui a eu lieu entre le président de la République et Marine Le Pen le montre bien. Pourquoi a-t-il gagné ? C'est parce qu'on a regardé concrètement, en laissant de côté ce qui empêche le débat, on a regardé concrètement un projet qui ne convenait en aucun élément. Pour vous, le RN est un parti normal comme les autres, ou est-il en dehors du champ des valeurs républicaines que vous défendez ? Dans le débat parlementaire, il est clairement dans le champ du débat parlementaire, et c'est physiquement impossible de faire autrement. C'est tout à fait clair. Bon. Et par ailleurs, je constate quand même que beaucoup d'électeurs, non seulement ont obtenu un nombre aussi élevé de députés, mais qu'on a été dans une grande masse de circonscriptions où ils n'ont pas été élus, quasiment à la veille de voir cette élection se faire. Donc, de toute façon, nous devons aujourd'hui regarder les mérites, et c'est de cette manière que le débat aura lieu. Maintenant, c'est place au débat. Donc, il faut une main tendue, comme l'a fait Éric Dupond-Moretti à tout le monde, et notamment au RN. Alors là, j'ai dû Éric Dupond-Moretti n'excluait pas éventuellement reprendre un certain nombre de propositions du RN pour effectivement trouver des compromis. Est-ce que c'est envisageable ? Je n'ai pas. Excuse-moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours, donc peut-être que j'ai manqué. Mais moi, ce qui me semble, c'est qu'en termes de technique parlementaire, ce que moi je connais, c'est que d'abord on a un travail en commission où de toute façon on ne vote pas à bulletin secret chaque proposition en se déplaçant comme ça. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le travail en commission. Absolument. Oui. C'est la réforme Sarkozy, qu'avait voté Jacques Lang, qui est le mode de travail du Parlement européen. Regardons la manière dont fonctionne le Parlement européen. Ce débat au Parlement européen, il n'a pas lieu. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on parle de barrages, ce genre de choses, mais moi, ce que j'ai vu au Parlement européen, quand je me déplaçais, c'est que tout ça ne fonctionne pas au Parlement européen, et qu'on vienne pas me dire, les plus radicaux de certaines parties de l'hémicycle, que eux-mêmes participent à ce mode de travail. Demandez aux parlementaires qui y sont depuis longtemps, qui président des groupes plus radicaux au Parlement européen, ce débat n'a pas lieu. Le débat n'a pas lieu. Et donc, en fait, mais en revanche, ce qui est important, c'est de juger des propositions. Les plus radicaux ne sont pas forcément les plus présents au Parlement européen. Oui, alors bon. Non, la vérité, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que probablement, en fait, en étant présent, vous avez la possibilité d'obtenir beaucoup de propositions qui finissent par s'insérer dans le débat global. Et moi, je pense que c'est ça la bonne approche. Le ministre parle en tant que ministre, moi je parle en tant que praticien de la chose parlementaire et désormais en tant que parlementaire. Quand vous êtes dans un débat et que vous devez trouver une solution et qu'il est 3h du matin et que vous avez des graves sujets comme l'inflation, la transition énergétique, le maintien à domicile, le système de santé, qui sont un peu les 3 grands sujets qu'on a devant nous, il y a un moment où les postures ne vont pas être regardées, et je pense que l'essentiel de nos électeurs ne les regarde pas. Mais de toute façon, la question de savoir si on est directeur sur les propositions. On reviendra sur ces sujets juste après la respiration musicale, mais j'ai une dernière question à vous poser. On sent un retour du Parlement, mais est-ce que ça va être un retour de repolitisation ou un retour vers une accentuation de la dépolitisation du débat ? Moi, je milite, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une politisation, une forme de bipolarité autour du débat essentiel de la transition énergétique. À quelle vitesse voulons-nous aller ? Je pense qu'on a tous la même perception, même si on s'envoie la figure, le fait qu'on est moins sensible ou très sensible. Moi, je ne suis pas un collapsologue. Je ne pense pas que tout va s'effondrer du jour au lendemain. Je peux avoir tort. Et même si je le pensais, je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle on devrait s'arrêter de vivre, de faire des enfants, d'utiliser l'eau, etc. Et donc, cette nuance-là,
Je pense qu'elle va correspondre, je l'ai vu avec mes électeurs, tout ce dialogue qu'on a fait pendant 30 jours, elle va correspondre à des inspirations de nature assez personnelle. Je comprends qu'on soit plus radical et qu'on veuille un mode de vie plus radical et qu'on souhaite que ça se transporte en obligation, en interdiction. Moi, je préfère être plutôt dans la construction, chacun dans son écosystème de ville, urbain, notamment dans notre urbanité à Nancy, de solutions locales, mais aussi à l'échelle de la planète, qui soit... et je pense que c'est ça qui va être la Emmanuel césure. Lacresse reviendra dans quelques instants justement sur le réchauffement climatique, qui est le débat clé aujourd'hui. On va écouter, vous avez choisi, le morceau que vous avez choisi, c'est le début de l'acte 3 de Carmen. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous recevons actuellement Emmanuel Lacresse, le nouveau député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle, élu député Renaissance il y a 2 semaines, un petit peu plus de 2 semaines, et qui vient de vivre une semaine particulièrement éprouvante à l'Assemblée nationale. Nous l'avons tous suivi dans la presse écrite, à la radio, à la télé. Et nous allons revenir sur un sujet que Emmanuel Lacresse a à cœur et que nous avions abordé juste avant la respiration musicale, c'est le réchauffement ou le dérèglement climatique, comme on veut, qui est aujourd'hui, on va dire, qui transcende à peu près tous les courants politiques. La France a été condamnée récemment, c'était le tribunal administratif, je crois, de Paris, pour inaction climatique. L'État français avait été condamné pour inaction climatique. Est-ce qu'on n'est pas allé assez vite ? Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus vite ? Et comment ne pas confondre vitesse et précipitation ? Bon, moi, je fais partie de ceux qui, au sein de la majorité du groupe Renaissance, militeront pour que ce sujet soit au cœur de nos préoccupations. D'abord parce que c'est mon expérience concrète du Parlement européen depuis plusieurs années. À vrai dire, depuis toujours, mais plus particulièrement ces dernières années, tous ces sujets, c'est pas qu'il faut seulement les faire avancer, mais il faut vraiment leur donner une cohérence, en faire des lignes peut-être un peu idéologiques, en tout cas répondre à l'interpellation radicale en prenant la responsabilité. Beaucoup de démocraties occidentales, par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, même l'Italie, où des bases nucléaires, quand on remonte aux années 70, ont su faire une forme de clivage, même en trouvant des consensus à la fin, parce que les clivages ne bougent pas forcément toujours. C'est essentiel d'en faire, parce que sinon... Vous citez l'Allemagne, là, je vous coupe là-dessus, monsieur le député, vous citez l'Allemagne, car quand même avec les mines de charbon, c'est peut-être pas la meilleure idée, alors qu'on va rouvrir d'ailleurs centrale à charbon à Saint-Avold en Moselle. C'est du provisoire qui va pas durer, du provisoire qui va durer longtemps. Est-ce que c'est une bonne idée là ? Non, mais figurez-vous que quand je suivais les débats encore au Parlement européen il y a quelques semaines, les Allemands ont été très clairs sur leur démarche, notamment via les think tanks proches des groupes centraux allemands au Parlement européen. Donc j'étais un des premiers, parce que c'était ma responsabilité, qui a alerté sur ces sujets. Je suis même été des premiers en Lorraine à dire à des responsables politiques lorrains, juste avant mon investiture, que je pense que c'était imminent, ce genre de choses, et que ça nous posait quand même question. Moi, je suis totalement opposé à ce que, notamment la Lorraine, se retrouve sous le vent des émissions absolument énormes. Donc vous êtes contre la réouverture de la centrale de Saint-Avold ? Il se trouve que la France, nous pourrions être autonomes énergétiquement sans cela. Bon, le problème qu'on nous pose, c'est que les Allemands ont renoncé au nucléaire. Voilà dans le coin où nous sommes, et que nous avons une question forte devant nous, qui est, je ne veux pas être trop technique, qui est le maintien ou non de l'unité du marché de l'énergie européen. On peut y renoncer, mais c'est aussi un des acquis de l'Europe. Donc c'est le dilemme dans lequel un groupe aussi européaniste que le nôtre va se trouver. On pourrait dire on cesse l'interconnexion, on peut. Mais aujourd'hui, personne n'a de solution évidente à proposer. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de courage politique à avoir aujourd'hui pour expliquer, notamment aux Français, puisqu'on a l'une des énergies les moins chères, que le prix de l'énergie va augmenter ? Non, alors ça dépend le prix de l'énergie pour qui, et ça dépend de quelle manière. En tout cas, moi je suis, par principe, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut un signal prix de l'énergie pour forcer, entre guillemets, la population, les consommateurs, les familles. Il y a des familles que j'ai rencontrées. Le premier sujet que j'ai vu dans le parc Richard Pouille, quand je m'y suis rendu, c'est des mères de famille qui sont venues immédiatement me voir, parce que j'étais en costume cravate et qu'elles m'avaient identifié comme un responsable, pour me dire qu'elles ne supportaient pas l'augmentation des prix du chauffage dans le collectif, surtout qu'elles n'ont pas prise dessus. Donc on peut effectivement faire le choix, et beaucoup en sont en capacité de le faire, en réalité d'augmenter son budget énergétique. Mais beaucoup de familles, notamment à Vendeuvre, etc.,
dans le collectif ne sont absolument pas en mesure Donc, d'avoir qu'est-ce qu'il une faut influence un sur elles. bouclier énergétique, un bouclier tarifaire, ou il faut des aides ciblées? Pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que moi, j'assume complètement, contrairement au Front National avec sa mesure, au Rassemblement National, pardon, sur sa mesure sur l'essence généralisée, qui est très populaire. Oui. Mais moi, je suis absolument pour cette forme de ciblage sur, alors, de deux façons. Le bouclier, c'est-à-dire qu'il faut venir immédiatement en aide des consommations des familles modestes, et puis il faut immédiatement investir dans le collectif, dans le logement collectif, de manière à ce que chacun puisse avoir une action sur sa propre consommation. Pour financer justement ces aides, il y a notamment la CFDT, par la voix de son secrétaire général, M. Berger, qui demande de taxer les très hauts revenus et qui visait, sans le dire, tout en le disant un peu quand même, Total par exemple, qui disait, ma foi, les grosses entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices. On a même entendu le président Macron parler des profiteurs de guerre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-ci ou pas? Oui, moi j'ai été interpellé par mes collègues immédiatement sur ce genre de réflexion. Moi, il me semble qu'on change de paradigme. Je ne prends pas position comme ça, c'est absurde. Mais il me semble que sur le sujet de l'inflation, on va voir se modifier les dimensions de notre vie quotidienne. Et il ne faut pas que ça soit fait de manière aléatoire. Je veux dire par là qu'il ne faut pas laisser l'augmentation au niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation, agir sur les différentes catégories de consommateurs, de citoyens, de manière aléatoire. Il faut regarder la façon dont évoluent les loyers, le prix des consommations énergétiques, de ceux qui ont... Mais il faut agir vite, parce que pour l'instant, on est très relativement épargné, puisqu'elle est de 5,8, mais elle est 2 fois moins forte qu'en Grande-Bretagne, par exemple, et 2 ou 3 points moins forte qu'en Allemagne. Hein. Oui, grâce au courant nucléaire, fondamentalement, grâce au fait que nos approvisionnements en gaz ont été toujours conçus, on critique la diplomatie française, enfin, on a quand même ce résultat-là. Et donc, mais ce n'est pas une raison, parce qu'en fait, la difficulté, c'est faire en sorte que la façon dont on va prendre des mesures d'urgence corresponde aussi à des mesures de long terme. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand je dis il faut une action structurelle sur la manière dont chacun maîtrise son énergie, c'est pour éviter ces solutions qu'on a vues un peu au premier quinquennat, où on voulait en fait décider à la place des gens. Il faut faire en sorte que chacun décide son budget. Mais on sait aussi que des consommations sont forcées. Les 100 000 infirmières qui sont sur les routes chaque matin, Elisabeth Borne va leur donner des véhicules électriques, leur donner. Aide ciblée, mesure à long terme, donc avec une accélération quand même dans la prise de conscience ou la prise de décision plutôt. Alors moi je pense que c'est la prise de décision de l'administration, la prise de conscience et notamment de l'affectation des budgets pour une administration que je connais bien et qui effectivement agit un peu sous le... Et donc il faut profiter de cette opportunité-là, mais sans faire n'importe quoi. Dans les autres sujets, on l'a vu aussi, il y a le pouvoir d'achat, effectivement, qui est au cœur des préoccupations. Et vous l'aviez évoqué juste avant notre pause musicale, et je comptais bien vous en parler, de la crise hospitalière que le Covid a accélérée, mais qui n'est pas nouvelle. On va citer un cas hier, c'est dans les centres, normalement, pédiatriques dans les hôpitaux d'enfants, où il y a effectivement, là aussi, on le sait peu, mais un déficit de personnel assez terrible. Globalement, on manque d'infirmières, on manque de médecins, il y a des services d'urgence qui sont obligés de fermer. Là, il y a vraiment une urgence, si j'ose dire quand même. Oui, alors en même temps, c'est une situation, si vous voulez, à partir du moment où la politique, mais vraiment de très long terme, menée, qui était celle de l'Ondam, c'est-à-dire l'objectif qu'on se fixait de réduire progressivement les dépenses de santé, dans un contexte pourtant de montée en âge de la population. Et c'est comme ce défi, évidemment, au bout d'un moment, via le numerus clausus, il finit par aboutir à une situation qui est une situation de nouveau aléatoire. C'est-à-dire, vous avez des hôpitaux psychiatriques qui sont dans la même situation que celle que vous décrivez. On a quand même un grand hôpital psychiatrique là en bas de la pente, en plein milieu de ma circonscription. Et donc, et nous, en Lorraine, en plus, on a l'attraction de Luxembourg. D'ailleurs, j'ai l'intention de m'intéresser au dialogue avec le Luxembourg, d'autant plus que le député Renaissance n'a malheureusement pas été réélu et c'était lui l'acteur du dialogue. Donc je vais le reprendre en charge pour qu'on ait des solutions coopératives à l'échelle du Grand Est. Pour faire simple par rapport au Luxembourg, pour nos auditeurs, une infirmière gagne 2 fois mieux sa vie au Luxembourg qu'en Lorraine. Alors, et là, l'axe qu'il faut développer, qui a toujours été mon axe, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Emmanuel Macron quand il était son directeur adjoint de cabinet, c'est augmenter l'offre de services.
Donc il faut plus de professionnels, mais qui fassent des tâches différentes. Ça, je l'ai dit à l'Ordre des infirmiers dans une excellente colloque qu'on a tenue à l'Excelsior, au beau milieu de la campagne, où d'ailleurs j'étais un des seuls candidats à m'y rendre, parce que c'est finalement une technicité horrible, mais qui se traduisent quand même par des décisions politiques. Aux infirmières, il faut, elles le veulent, ils le veulent, une amélioration des tâches, une augmentation des qualifications qui doit se traduire par des rémunérations. Vous insistez sur l'infirmier, parce qu'un infirmier, il faut 3 ans, ou une infirmière, 3 ans pour le former. Un médecin, il faut 10 ans. Là. Oui, mais on a aussi un exercice de la médecine. Les médecins sont concentrés à certains endroits. On sait que la réorganisation, par exemple, des urgences, ma suppléante Sonia Sadoun est médecin urgentiste. On sait bien qu'on a achevé quand même en Lorraine une forme de réorganisation qui fait que des médecins vont pouvoir aller 3 jours à Toul, à Lunéville, à Épinal, et quand même revenir habiter à Nancy, parce que ça correspond à leurs aspirations, tout à fait compréhensibles. Chacun fait ses choix. Et on sait aussi qu'on va utiliser davantage, par exemple, la Briey, sous l'autorité de la coordination de l'hôpital central des urgences, on va utiliser les SOS médecins, parce qu'on a une médecine de ville qui reste active. Et ça veut dire augmenter l'offre. Et pour augmenter l'offre, il faut beaucoup de coordination. Mais il faut l'assumer politiquement. Quand vous parlez de la médecine de ville, est-ce qu'il n'y a quand même pas un vrai problème, pas dans tous les secteurs, mais dans un certain nombre de secteurs, où les médecins libéraux veulent aussi une vie qui puisse prendre en compte toute la dimension familiale, préserver leur vie privée, donc n'assurent plus de garde, ne se déplacent plus à domicile. Est-ce que ça ne pose pas un vrai problème de couverture médicale? Et ce qui renvoie sur les urgences et la responsabilité aux hôpitaux, là. Il y a quand même beaucoup de nos services publics qui sont aujourd'hui reposent sur le dévouement. Les professeurs qui décident d'emmener des classes entières, qui sont dans des difficultés, parce qu'on a quand même une pauvreté qui a augmenté après la pandémie. Il a fallu rattraper le niveau, c'est-à-dire le choix, par exemple, qui était celui de Blanquer, de laisser ouvert l'école, qui était quand même une grande réalisation de la fin du quinquennat. Il y a plein de pays qui ne l'ont pas fait. Et ça a reposé sur le dévouement des professeurs. Il en va de même pour les pompiers, les forces de l'ordre, les gendarmes, etc. Ouais. La question, c'est jusqu'à quand on repose uniquement sur le dévouement? Oui. Et votre réponse? Moi, je pense qu'il faut une organisation différente, plus d'autonomie. Mais je l'ai toujours été dans la première campagne. Je faisais partie de ceux qui rédigeaient des propositions pour Richard Ferrand ou le président sur l'autonomie de la gestion des grandes entités. Maintenant, moi, je suis encore plus radical que je l'étais il y a 5 ans. C'est-à-dire, je pense qu'il faut déconcentrer la gestion. Il ne faut pas nécessairement d'immenses structures. J'ai un dialogue avec les maires qui a été extraordinaire et que je vais prolonger et que je veux mettre en œuvre sur les aînés. Ceux qui aujourd'hui sont en première ligne du maintien à domicile des aînés, des veufs, des veuves, ce sont les maires des communes de l'agglomération. Et ça, je l'ai dit là où j'ai pu le dire aux instances de direction de notre système de santé. Un mot sur plus qu'un mot, je vois qu'on a encore un peu de temps, mais j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Un mot sur l'Europe. Est-ce qu'il faut... l'Ukraine vient d'être acceptée comme futur pays membre de l'Europe. Il y a un encouragement, même si ça ne va pas être tout à fait immédiat. Il faut compter entre 7 ans et 10 ans quand même, ce qui peut paraître long quand même. Comment vous sentez la crise? Est-ce que finalement Poutine n'a pas réussi à unir l'Europe alors que c'était inespéré? Et comment sentez-vous le conflit ukrainien? Est-ce que vous pensez qu'on va finir quand même d'ici la fin de l'année par trouver une issue ou pas? Là aussi, vous sentez que c'est... Moi, la façon dont le président de la République, dès le premier jour, d'ailleurs, j'en ai témoigné... depuis le premier jour, fait tous ses efforts pour que ce conflit trouve une solution. Il n'y a jamais de bonne solution à la poursuite de la guerre. Enfin, je veux dire, moi, je suis un Lorrain, entre guillemets, pur, qui va visiter mes tombes, qui sait où sont enterrés dans l'Argonne, mes ancêtres. Enfin, il y a quand même des Lacresses et qui sont morts à 17 ans à 200 mètres de leur ferme au Bois-le-Prêtre. Donc imaginez ce jeune homme qui défend en fait sécession, etc. Donc il n'y a aucune légitimité à la guerre, jamais.
Pourtant, je ne suis pas un pacifiste forcerie, c'est pas la question. La question, c'est aussi celle de l'investissement. C'est-à-dire, j'ai expliqué encore récemment à des ministres combien la Lorraine était place d'armée, qu'elle le restera, que c'est ici, si demain on modifie le format des armées, c'est en Lorraine qu'on trouvera des volontaires pour toutes les armes. Moi, j'étais dans la marine, le nombre de Lorrains et d'Alsaciens qu'on croisait dans les bâtiments de la Marine nationale quand j'étais à Toulon, c'est notre vocation. Donc, on va se replacer, on va retrouver ces marques-là, un petit peu, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faut du dialogue et il faut surtout regarder les solutions. Après, sur l'Europe, rendez-vous compte... Il faut une Europe de la défense. Alors... Moi, je pense qu'il faut déjà que les grands pays qui ont des traditions militaires et des infrastructures militaires fassent déjà cet effort considérable, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. Voilà. Et structurés autour de nous. Sauf que l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne. Non, mais c'est un pays européen et sur la guerre en Ukraine, leur rôle est absolument décisif. Et de toute façon, moi, j'ai une grande admiration pour la démocratie britannique et la façon dont elle est organisée. Donc voilà. Mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a 3 mois, de Varsovie à Budapest, on était au bord quasiment d'un effondrement de l'Europe. Dans mon équipe, j'avais une personne à mi-temps pour surveiller la plaque tectonique quand même de cette fracture, celle sur les valeurs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Hongrie est renoncée à sa non, dissidence. mais on voit bien que on a ce qu'on appelle les méta-débats se sont imposés sur la géopolitique et que du coup, on est sur des bases radicalement nouvelles. Et le débat sur les valeurs, il n'est pas tranché. Le président de la République l'a ouvert. Il souhaite qu'il soit porté au niveau européen. Mais ça montre bien que dans l'action du président de la République, on a cette forme de dialogue pour éviter que la guerre se prolonge inutilement. Enfin, comme disait François Mitterrand, y a-t-il des massacres utiles y a-t-il des guerres utiles, franchement? Et de l'autre, c'est lui qui porte le débat sur le niveau auquel on devrait écrire un nouveau corpus de valeurs. Quand le président de la République déclare qu'il faut trouver une solution sans humilier la Russie, a-t-il eu tort? A-t-il eu raison de le dire publiquement, alors que c'est plutôt des interrogations qui restent plutôt dans le huis clos diplomatique, là, d'habitude? Oui, moi je pense que c'est des questions de huis clos diplomatique. Quand on trouve un accord, moi j'ai passé toute ma carrière à Bruxelles et à Strasbourg à faire des négociations. Je pense que la base de la base, c'est une forme de diplomatie qui est une forme de dialogue, qui de toute façon se maintient, qu'on le veuille ou non. Mais en tout cas, lui, le président de la République, me semble-t-il, a voulu montrer à l'opinion française et internationale qu'il endosserait ce rôle. Et la constance avec laquelle il le fait, en dépit des critiques, pour moi, force mon admiration. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lacresse, nouveau député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle, que nous allons soumettre au questionnaire de Proust pour terminer l'émission, revisité par mes soins. Première question, Emmanuel Lacresse, quel est votre personnage historique préféré? C'est probablement le général de Gaulle, mais aussi Winston Churchill. Ce qui me donne des frissons, c'est quand même la lecture des mémoires de guerre de Winston Churchill, et je les ai toujours. J'ai toujours un chapitre à lire, que ce soit la chute de la France. Là, dans une période où l'homme d'État doute, il faut lire les heures que passe Winston Churchill après la chute de Singapour. Je suis désolé, cette référence un peu pointue, mais c'est quand même aussi des phrases. Vous avez une édition, une traduction française de l'époque qui est absolument magnifique. Ce qui n'a rien à voir, votre boisson préférée? C'est sûrement le vin. Avec mon équipe, on a quand même bu un gris de Toul. Mes arrière-grands-parents avaient du vin sur les côtes de Moselle. On en a fait de la Mirabelle, et mon grand-père faisait de la Mirabelle. Donc c'est sûr que je serais plutôt autour des spiritueux. Voilà. Votre plat préféré? Alors c'est clairement des plats en sauce, voilà. Donc évidemment la quiche Lorraine, parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Mais je veux pas faire cette réponse bateau. La vérité, c'est que autour de la choucroute, enfin des plats abondants. Vous êtes gourmand? Oui, alors moins depuis la campagne, parce que la campagne nous a laissé tous avec beaucoup de kilos en moins, et donc un estomac rétréci. Mais oui, moi j'aime bien faire la cuisine à mes amis et leur rendre ce qu'ils m'apportent en consacrant du temps à leur faire la cuisine, à offrir ce dévouement. Voilà, il faut offrir. Votre couleur préférée? C'est entre le rouge et le bleu, mais je porte beaucoup d'orange, curieusement. Mon sac, ma montre, vous l'avez vu. Bon, voilà, donc c'est dur à dire, mais je pense que c'est autour du rouge et du bleu, oui.
Votre auteur préféré, en dehors de Churchill c'est sûrement celui que j'ai le plus dans la bibliothèque, c'est quand même Marcel Proust. On va pas se raconter d'histoire. Votre mot préféré ou votre expression Il y en a, ça va sûrement faire rire ceux qui m'écoutent, mais c'est un mot anglais, c'est whatever. Ça veut dire quoi qu'il en soit. Enfin, ça veut dire qu'on met fin à un débat parce qu'il est inutile de passer trop de temps à des choses qui peut-être n'en valent pas la peine. Et celui que vous détestez le plus? C'est à quoi bon, ou un encouragement, ou peu importe, ou on verra. Alors ça, on verra, pour moi c'est une démission. Moi j'ai toujours été chargé d'apporter des propositions auprès notamment des hommes politiques que vous avez cités. Donc personne ne peut se tourner vers moi en entendant que je réponde on verra. Votre qualité principale? Dans l'absolu, enfin pour ce que je recherche chez les autres. Non, mais la vôtre. Non, mais moi je veux être loyal et me comporter comme tel. Et j'ai beaucoup de mal avec l'idée. Je pense que c'est une qualité lorraine. Point barre. La fidélité à la terre et la fidélité. C'est barésien. Vous me disiez l'auteur. Alors je voulais pas faire trop lorrain, mais c'est quand même ça, quoi. Et votre principal défaut? À moi? Oui. C'est l'engagement. Je pense que c'est pas un défaut, mais je suis quand même toujours très engagé, très, très à fond. Et c'est peut-être une ténacité, c'est une qualité, mais ça peut être aussi fatigant. En dehors de la France et de l'Europe, quel est votre pays préféré? Alors, si c'est en dehors de l'Europe, donc j'ai dit mon attachement à l'Angleterre. J'ai découvert. Alors, le pays, il fait partie de la République française, mais celui que j'ai. Je pense que j'aime les États-Unis, mais je pense que je suis en train de développer un attachement pour la zone Pacifique, et notamment la Polynésie française. Je pense que là où il se joue des enjeux absolument extraordinaires sur le plan géopolitique, entre la Chine, la responsabilité de la France, du maintien des ressources halieutiques, le maintien de la langue polynésienne, le maintien et ça, il faut que la France endosse ce rôle dans le Pacifique, alors que beaucoup pensent qu'il faut l'abandonner. Donc là, j'y pense souvent. J'aurais juste une petite question avant qu'on termine sur une note musicale, parce qu'on va avoir un petit peu de retard. C'est la question surprise, là. Qu'est-ce que vous n'auriez jamais dit publiquement et que vous auriez envie de dire maintenant, là? Non, moi j'essaye de dire tout ce que je pense et de penser tout ce que je dis. Vraiment, vraiment. Et vous pensez déjà à l'après-Macron, hein, qui pourrait être le prochain président de la République? Vous avez une petite idée déjà? Non, très, très, très franchement, aujourd'hui, ce à quoi nous devons songer, c'est à la réussite des équipes gouvernementales qu'on a devant nous. Non, je réfléchis certainement à la détection de talents au sein de notre groupe, parce qu'il faut, bien sûr. Merci Emmanuel Lacresse pour cet entretien pendant 1 heure. On aura l'occasion sans doute de vous réinviter C'est gentil. dans les prochains mois. Et nous allons terminer l'émission par une chanson de Maxime Le Forestier, Dialogue. RCN, www.rcn-radio.org